principes du système de santé. La formule classique, c'est on paye en fonction de ses moyens, on reçoit en fonction de ses besoins. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit toute la vérité. Parce qu'évidemment, comme les besoins sont infinis, vous connaissez la définition de la santé de l'OMS. Un état non seulement d'absence de maladie, mais de bien-être social et psychologique. Donc c'est une aspiration profonde de l'humanité. Donc les besoins de santé, c'est infini. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui pensent profit disent que c'est un marché infini. Et même vous pouvez le créer parce qu'il suffit de créer l'angoisse. Vous voyez bien ce qui se passe sur les campagnes qui sont faites pour médicaliser. Vous créez l'angoisse et vous pouvez créer du besoin de business de santé. Donc, en fait, il faut rajouter quelque chose qui aujourd'hui devient très important, ce sont des besoins socialement reconnus. Ce n'est pas des besoins individuels. C'est ce que la société considère à un moment donné comme des besoins collectifs et elle dit ça, nous le payons solidairement. Et ça, nous ne le payons pas solidairement. Moi, je ne sais pas, il y a des gens qui se trouvent petits, peuvent vouloir mettre des talonnettes, mais vous pouvez aussi avoir de l'hormone de croissance. Vous voulez payer ou pas? C'est un choix personnel. Bon, on ne va pas le payer. Donc, je caricature, mais donc ça devient, c'est un des points importants. Ensuite, évidemment, la collectivité paye, mais et elle respecte un principe, qui est un deuxième principe très important que l'on a attaché, qui est l'autonomie des professionnels. Les professionnels de santé ne dépendent pas de l'État, l'État ne leur dit pas ce qu'il doit faire, ils ne dépendent pas de l'industrie ou du commerce. C'est une garantie pour les patients. Okay. Mais inversement, cette autonomie professionnelle, ce n'est pas la liberté de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Et là, maintenant que la médecine évolue, on est quand même surpris. Les césariennes, en France, ça va de 10% à 40%. À la clinique de la Muette, c'est 40%. C'est que dans le 16e arrondissement, les grossesses sont tous à haut risque. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Les pacemakers, pour la même population, c'est de 1 à 4. Les stents coronariens, ça a 1 à 3. Et ça dépend de quoi? Du taux de cardiologue. Ah bon? Vous parlez des médicaments? Évidemment, en France, on consomme beaucoup plus de médicaments qu'ailleurs. Mais c'est voulu. C'est voulu parce que les prix des médicaments sont en France plus bas qu'ailleurs. Et il y a un accord de la Sécu, volume-prix. Vous vendrez beaucoup, vous vendrez moins cher. Et il y a même un accord secret qui est officiel. Il y a des accords volume-prix. Si l'industrie dépasse le volume d'accord, elle fait un rétroversement à la Sécu occulte. Personne ne sait. Il y avait 2 médicaments, Plavix et aspirine. Plavix très cher, aspirine pas cher. On a largement dépensé le Plavix à la place de l'aspirine dans plein d'indications. Pas toutes, mais plein d'indications. Et le patron de Sanofi répond « Oui, mais nous rapportons 2 Airbus à la France chaque année. » C'est comme ça que Mediator est remboursé, alors que c'est un médicament qui a été depuis le début une entourloupe. Là, il y a un côté mafieux, qui est notre histoire, qui est l'affaire du laboratoire Servier. Mais pourquoi ça peut être remboursé alors que ce n'est pas l'antidiabétique, c'est pas efficace, c'est nulle part? Parce qu'on disait, ben, c'est Servier, c'est français, c'est machin, c'est en douce, c'est un accord secret. C'est un accord en douce. Donc, du coup, il ne faut pas se tromper. Cette autonomie professionnelle dévoyée, elle est un argument fort pour l'assureur privé. Parce que dit l'assureur privé? Moi, je ne serai pas seulement un financeur, je serai un prestataire de soins. Donc, je fais un conventionnement sélectif de mes médecins. Et mes médecins, c'est la qualité, si vous n'êtes pas content, vous vous adressez à moi. D'ailleurs, j'ai des avocats. Et celui qui a eu ça, et qui l'a présenté, c'est Gilles Joannet, ancien directeur de la Sécu, quelqu'un de gauche, qui va aux AGF, qui dirige le système de santé des AGF et propose l'assurance d'excellence. Parce que lui, il dit, ces médecins, je ne les supporte pas. Eh bien, ce que je n'ai pas pu faire avec la Sécu, je le ferai avec l'assurance privée. Et ils devront justifier ce qu'ils font. Autrement, ils paieront. Attention, vous aurez des gens qui vont vous dire, mais j'en ai marre, je préfère avoir l'assurance privée qui me garantit que n'importe quoi. Donc, nos valeurs, il faut les décliner pour réécrire un programme. Il ne faut pas partir de tout est bon, tout ce qu'on prescrit c'est bon. Les gens sont plus résistants qu'on ne croit et tous les médecins n'arrivent pas à les tuer, mais quand même. Alors, restructuration. Mais oui, mais la restructuration en France, c'est une course de vitesse, mais ça, c'est une échelle mondiale. L'homme est capable d'une inventivité, d'une créativité, d'une technicité qui pose problème. Qui pose problème parce qu'elle est pour le meilleur et pour le pire.
Bon, les Indiens Pima d'Arizona, jusqu'en 1945, ils vivaient dans des réserves. Ils n'avaient pas de diabète, pas d'athérosclérose. Ils connaissent le mode de vie américain. Les voilà avec 50% de diabétiques. Ils tombent comme des mouches des complications du diabète parce qu'il y a eu, en gros, pour eux, le progrès de l'humanité, qui est une catastrophe. Donc l'espèce humaine est capable, c'est plus Darwin, de changer son environnement au point que ça devienne dangereux pour elle. On tombe sur tous les problèmes de l'écologie, mais les problèmes de la médecine ne sont pas indépendants de ça. Donc restructuration, il ne faut pas tromper, il y a le problème du financement. Pour quelqu'un qui dit il faut changer, nous sommes le moteur d'une nouvelle société, c'est pas tenable ce discours. C'est un discours, c'est majeur. Je prends un exemple concret, vous m'avez parlé de gériatrie. Les services de médecine, c'est fondé par la spécialité. Vous avez le service d'orthopédie. Le vieux tombe, se casse la hanche, il va, on lui opère sa prothèse de hanche. Et il est un service de chirurgie. Et qu'est-ce qui va se passer? Rétention d'urine, escarre, les médicaments ne sont pas adoptés, confusion mentale, il rechute, il se casse l'autre hanche, il finira par mourir dans une catastrophe lamentable. Parce qu'il faut que les gériatres soient dans le service. Et que le malade ne rentre pas dans le service d'orthopédie, il sort, il va dans le service de gériatrie aiguë. Et il est pris en charge. Donc c'est une intrication de restructuration. Un service d'orthopédie doit avoir des liens structurels avec la gériatrie. Bon, et on arrête que le chirurgien, il est le patron à bord. Le chirurgien, il est le patron en salle d'opération. Mais avant et après, il n'est pas adapté à ce malade de 90 ans. Et je ne dis pas qu'il ne faut absolument pas l'euthanasie, Dieu, il y a 90 ans, il dégage. Non. Bon, donc, et dans plein de sujets, c'est comme ça. Moi, j'ai vu partir la pédiatrie de la salpêtrière. Les syndicats étaient vent debout. Mais je m'excuse, c'est une bonne chose qui passe. Il n'y a aucune chirurgie pédiatrique, il n'y a rien pour la pédiatrie. C'est pas bien qu'il y ait qu'un service de médecine de pédiatrie paumé. C'était une autre époque. Bon, on est à Paris. Par contre, on fait un institut du cœur, parce qu'il y a la rythmologie interventionnelle, parce qu'il y a les coronaires, parce qu'il y a la possibilité de chirurgie, parce qu'ils font des stalmix maintenant. Vous me comprenez que les valves cardiaques, ça se met par les sondes fémorales. Bon, il y a un bouleversement technique. Il faut donc des salles mixtes où il y a les radiologues, les médecins et les chirurgiens. Donc tu dois penser à la médecine comme ça, et en même temps tu dis, ben oui, mais on ne peut pas avoir que des grands centres. Il faut des filières de soins. Une des catastrophes, c'était de regrouper les moyens et de dire, on vire la proximité. Et qu'est-ce qui arrive avec ça? On passe de 9 millions aux urgences en 95, en 2007-2008, 18 millions. Donc, le problème du coup du soin de proximité est posé, et il est posé pour, notamment, tous ces patients qui vont dans les urgences d'hôpital, parce que là, ça va être gratuit, ils attendront 7 heures, mais ils pourront avoir accès aux soins. Donc, la maison médicale, si elle est libérale avec dépassement d'honoraires, elle ne répond pas à cette question. Ce qui répond à cette question, c'est tiers payant, le malade n'a rien à payer. Ensuite, moi je suis aussi, comme vous, très attaché au service public, mais j'ai vieilli, j'ai appris, et je me dis, est-ce que si j'étais au pouvoir, les malades en France seraient mieux soignés? Il faut quand même se poser la question. Il ne faut pas dire ça va de soi. Ça ne va pas de soi. Bon, donc moi je suis, comme vous, plutôt pour que coexistent du public et du privé non lucratif. Que ça donne une liberté de respiration à la société avant que nous soyons tous des saints, ce qui est pour bientôt. Mais quand même, il se pourrait que parfois le service public ne soit pas tout à fait au service du public. Et qu'il y a une pesanteur et que c'est une vraie tension, il faut mieux se le dire. Que quand on est client, de dire merde, comment je suis traité, mais ça fait rien, je défends le service public. Bon. Mais pour le moment, ou pour ceci, je trouvais quand même que ça n'allait pas. Bon, donc je trouve que ça c'est pas mal. Par contre, sur le fond de la solidarité, que fout le privé lucratif là-dedans? Le privé lucratif n'a pas sa place dans un système qui est financé par solidarité. Ça, c'est la question de base. Hein, ça, c'est une question de base. Donc sur ça, donc maintenant, je termine sur qu'est-ce qu'il faut faire, un mouvement national. Ce mouvement national, je vous souviens quand même que nous, là, quelques-uns, les professeurs des hôpitaux, on avait fait un texte et une pétition nationale sur la défense de l'hôpital public. Cette pétition en est à 870 000 signatures. Donc on va avoir 1 million de signataires. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne change rien au pays. Bon, ça veut dire qu'il y a, c'est ça l'espoir, c'est que les gens sont massivement attachés à l'idée d'avoir des hôpitaux publics où on a accès, quels qu'on soit, ses moyens et tout ce qu'il fait. Alors, ça suppose de faire, à mon avis, un manifeste et que tous les gens qui se réclament des mêmes valeurs soient capables d'adopter un manifeste commun. Parce que là, il y a des manifestes de différents partis et qui abordent des vraies contradictions, parce que le danger de beaux manifestes, c'est que ce soit des manifestes électoraux qui ne correspondent à rien dès qu'on est passé de l'autre côté de la gestion. Donc ça suppose de reprendre sur la base des principes qu'on a et qu'on décline avec des propositions de loi, c'est-à-dire que les gens qui votent, ils savent quelles sont les propositions. Une des propositions quand même, c'est que sur les grands sujets du financement,
c'est un référendum national qu'il faut exiger. On ne peut pas aller vers les assureurs privés sans que la société ait son mot à dire. C'est-à-dire qu'il faut trouver la formulation de la question qui doit être posée, mais cette exigence qui a été existée aussi pour la Poste ou autre, doit être dans la santé, parce que là, il y a un côté, on fait évoluer le système sans que les gens puissent en décider. Voilà. Merci encore, merci à vous, merci merci à Boris Béti et à Nicolas. Oui.